Que penserais-tu de m'aider dans la confection de mon livre et dans la mise en train du prochain? As-tu pensé à une fin? Oui, j'en vois plusieurs et toutes aussi sombres que désagréables. Oh, ça ne fera pas l'affaire. Les livres doivent avoir des fins heureuses. Bilbo et Frodo à Fontcombe, la communauté de l'anneau. Si la vie de Bilbo est une fin heureuse, cette histoire doit lui paraître des plus mauvaises. Car aujourd'hui, je vous parle de Túrin, héros maudit des hommes aux 1000 tourments. Avant d'y aller, si vous souhaitez soutenir la chaîne en devenant membre et ainsi obtenir les épisodes en avance, c'est en cliquant sur le bouton rejoindre. On y va. Nous sommes en 464 du Premier Âge, lorsque dans les froides étendues du pays de Dor-lómin naît un enfant. Le fils de Morwen de la maison de Béor et de Húrin de la maison de Hador. Il portera le nom de Túrin et devra hériter de la force de son père ainsi que de la régence sur Dor-lómin. 2 ans après la naissance du petit Túrin, vint une petite sœur nommée Urwen. Urwen était une enfant joyeuse et ses parents lui donnèrent le surnom de Lalaith, le rire, du nom de la rivière voisine, Nenlalaith. Sa présence dans la maison de Húrin apportait beaucoup de joie en Dor-lómin, et elle était souvent comparée aux enfants elfiques par la plupart des gens. Túrin, son frère aîné, aimait sa sœur, mais préférait la regarder sans être vue, plutôt que de jouer avec elle lorsqu'elle courait et chantait. Mais à l'automne de l'année 469, le rire s'éteignit dans la maison de Húrin et Morwen, car un souffle noir et mauvais vint des terribles montagnes maléfiques du nord. Sous un ciel de plomb, l'air transportait la maladie. Et seuls les plus forts y survécurent, comme Túrin par exemple, qui pleura le départ de sa petite sœur, que plus personne n'entendrait rire dans les champs, que plus personne ne verrait marcher autour de la maison familiale. Après s'être remis de sa maladie, Túrin reçut l'ordre de sa nourrice de ne plus jamais mentionner Lalaith et de ne parler que d'Urwen. Sa mère expliqua que le rire était mort dans leur maison, accusant l'ennemi montrant Morgoth du doigt. La mort d'Urwen fut particulièrement difficile à vivre pour Túrin, qui chercha ensuite sa ressemblance dans les femmes qu'il devra rencontrer dans le futur. Or, en 472, l'alliance connue sous le nom de Union de Maedhros conduisit les elfes, les nains et les hommes à l'assaut d'Angband. Húrin mena son peuple à rejoindre l'armée menée par le haut roi Fingon. Au cours de la bataille, appelée plus tard Nirnaeth Arnoediad, ou bataille des larmes innombrables, l'Union fut vaincue par les hordes de Morgoth. De nombreux elfes et hommes y périrent, y compris Fingon qui fut tué par un balrog. Après la mort de leur suzerain, et face à la déroute, Húrin et Huor convainquirent Turgon de se retirer afin de garder le secret de Gondolin. Pour défendre sa fuite, les hommes de Dor-lómin formèrent une arrière-garde près du col de Sirion et l'atteinrent, laissant le temps à Turgon de rassembler le reste du peuple de Fingon et l'armée de Gondolin pour s'enfuir. Ainsi, l'emplacement de Gondolin est resté secret, mais pour les hommes du Dor-lómin, ce fut leur dernier combat, car ils ne voulaient pas abandonner les terres du Nord et furent massacrés par les armées de Morgoth. Par le marais de Serech, Huor fut tué d'une flèche dans l'œil, mais Húrin resta inébranlable en criant « Aurén Tuluva, le jour reviendra !» pour chaque ennemi qu'il tuait avec sa hache, 60 et 10 fois en tout. Il se battit jusqu'à ce qu'il soit enseveli sous le poids des corps de ses ennemis. Puis Gothmog, le chef des Balrogs, le ligota et le traîna vers Angband. Là, Húrin fut maudit par Morgoth dans ces mots. Mais sur tous ceux que tu aimes, ma pensée pèsera comme un nuage de malheur, et elle les fera tomber dans les ténèbres et le désespoir. Partout où ils iront, le mal surgira. Chaque fois qu'ils parleront, leurs paroles seront mauvaises. Tout ce qu'ils feront se retournera contre eux. Ils mourront sans espoir, maudissant la vie
et la mort. Sador était un bûcheron qui s'est battu lors de Dagor Bragolar. Cependant, il arriva trop tard sur le champ de bataille et ne put que ramener Ador tombé au combat. Il fut alors posté à Eithel Sirion, et c'est là que Húrin prit le commandement. Mais il se lassa de la guerre et retourna dans ses bois où il se coupa accidentellement le pied droit. Il fit remarquer à Túrin qu'un homme qui fuit sa peur peut s'apercevoir qu'il n'a fait que prendre un raccourci pour la rencontrer. La partie de sa jambe restante s'était atrophiée par manque d'utilisation. Or, l'un des talents de Sador était le travail du bois. Il devint un homme de maison au service de Húrin. Malgré son statut de simple serviteur, Sador était sage et il partagea avec Túrin de nombreuses idées sur la nature des hommes, des elfes et sa propre vision du destin. Sador travaillait dans les dépendances, réparant des choses autour de la maison qui étaient généralement de peu d'importance. Il était le meilleur ami de Túrin pendant sa jeunesse, et le garçon aidait souvent Sador en allant chercher des matériaux et des outils pour lui éviter de marcher. Lorsque Túrin lui apportait des cadeaux qu'il avait trouvés, Sador disait au garçon de les lui rendre et lui apprenait qu'il ne fallait pas voler, même si c'était pour donner après. Sador appréciait la compagnie de Túrin et sculptait souvent pour lui des figurines d'hommes et de bêtes. Mais Túrin appréciait surtout les histoires de Sador. Un jour vint l'anniversaire de Túrin, et son père lui offrit un couteau elfique d'une grande valeur. Túrin eut pitié de Sador et décida de lui offrir le cadeau. Sador accepta, car il aurait été impoli de ne pas le faire, mais il savait qu'il ne pourrait jamais rembourser Túrin pour un tel cadeau. Morwen, la mère de Túrin, n'aimait pas Sador et le qualifiait de malade de son propre manque d'habileté, lent dans ses tâches car il passe beaucoup de temps sur les choses insignifiantes et non demandées. Mais Túrin remarqua que son acte de générosité permettait à Sador d'être traité avec plus de gentillesse. À cette époque, Sador entreprit de sculpter un grand trône pour la salle de Húrin, tout à la gloire de la maison de Ador. Mais la chaleur familiale de Dor-lómin devait bientôt se tarir, car quand Túrin eut 9 ans, et voyant que Húrin ne rentrait pas de la bataille, sa mère l'envoya au loin dans le beau pays de Doréath. Mais elle ne devait pas l'accompagner. Cela causa une douleur terrible au jeune homme qui ne partit accompagné que de 2 serviteurs. La route fut longue et difficile, et les 3 voyageurs faillirent mourir de faim et de froid dans les bois. Mais ils furent sauvés par un elfe armé d'un arc et au regard d'acier. Beleg était son nom. À Doréath, le roi Thingol invita Túrin dans sa maison et l'adopta comme fils, car son père, Húrin, était très honoré dans ces contrées. Thingol et sa femme, Melian, envoyèrent des messages pour inviter la mère de Túrin à venir en Doréath, ce qu'elle refusa au grand tourment de Túrin. Aux côtés des elfes de Doréath, Túrin apprit de nombreuses choses telles que la chasse, l'art de l'archerie ou du travail du bois. Il apprit également à parler Sindarin. Cependant, en grandissant, il devint inquiet. Il commença à s'enquérir des hommes du Nord car Thingol et Morwen échangeaient fréquemment des nouvelles pour le bien de Túrin. Par ces messages, il apprit la venue au monde de sa jeune sœur Nienor, qu'il ne vit jamais. Alors que l'emprise de Morgoth sur le Nord se raffermissait et que les nouvelles de Hithlum se raréfiaient, Túrin chercha à s'y rendre pour participer à la lutte contre le Seigneur des Ténèbres et recueillir des nouvelles de sa famille. Il demanda au roi la permission de rejoindre Beleg Cuthalion dans les marches septentrionales de Doréath pour combattre les orques de Morgoth, requête qui fut acceptée. Il portait le aume du dragon de Dor-lómin, envoyé par sa mère et apporté par les messagers de Thingol, et les orques commencèrent à le craindre plus que tout autre, car sa main était sûre et son épée meurtrière. Saeros était membre de la cour du roi Thingol, où il s'était réfugié après la chute de son seigneur Denethor lors de la première bataille. À Menegroth, il gagna l'estime du roi et l'amitié de Daeron. Lorsque Túrin vint à Doréath en tant qu'enfant adoptif 5 siècles plus tard, Saeros
était devenu conseiller du roi et était jaloux qu'un tel honneur soit accordé à un simple homme mortel. Lorsque Turin eut 20 ans, Saeros l'insulta lors d'un dîner royal, comparant les hommes de Hithlum à des animaux. Dans sa colère, Turin le frappa avec une coupe et le blessa. Le lendemain, par vengeance, Saeros tendit une embuscade à Turin dans les bois, dans le but de corriger cet affront. Mais il fut vaincu. Turin lui retira tous ses vêtements et lui ordonna de retourner à Menegroth en courant tel un animal apeuré. Alors qu'il courait, terrorisé, Saeros glissa dans un ravin et mourut. Turin, craignant la colère du roi Thingol, s'enfuit de Doriath, se faisant appeler Nathan, celui à qui on a fait du tort. Or, à cette époque, il vivait une bande de hors-la-loi dans la forêt de Brethil. Turin les rencontra et prit la place de leur chef Forweg en le tuant. Alors que Nathan, Turin, guidait les hors-la-loi, ceux-ci n'attaquèrent plus jamais les maisons d'hommes, mais uniquement les orques. Durant le temps que Turin passa chez les hors-la-loi, Thingol cherchait à retrouver son fils adoptif, à qui il avait pardonné son geste depuis longtemps. Ainsi Beleg, compagnon et ami de Turin, demanda à partir à la recherche de son ami. Thingol accepta et lui fit don d'une épée et de son armurerie à Englachel. Ainsi, Beleg prit son épée et son arc et partit en quête de Turin. Un jour, Turin rentra au camp des hors-la-loi pour remarquer que ces derniers avaient capturé et torturé quelqu'un, un elfe. Non, pas n'importe quel elfe. Il s'agissait de Beleg, son ami, venu le chercher et lui transmettre les mots de Thingol. Turin ne voulut pas rentrer à Doriath et Beleg dut repartir vers Menegroth, un peu attristé. Mais à leur séparation, Turin dit « Si tu me cherches, viens vers Amon-Rûdh », quoiqu'il ne sache pas vraiment pourquoi, car aucune attache le mêlait à Amon-Rûdh. À son retour à Menegroth, Beleg rapporta toutes les paroles et actions de Turin. Cependant, alors qu'il allait repartir sur les marches du nord, Melian lui fit don de Lembas, le pain de route des elfes, qu'elle lui offrit pour partager avec qui il voudrait, comme don de Melian. Si Beleg repartit sur les marches du nord, au cœur de l'hiver, il disparut pour ne plus jamais être revu de ses compagnons d'armes. Du côté de Turin, après leur séparation, l'été fut mauvais. Des pluies et tempêtes hors saison s'abattirent sur les hors-la-loi. Turin les mena alors bien plus au sud qu'à leur habitude. En ces endroits, la terre devint rapidement plus aride et sèche. C'est alors qu'une sentinelle nota 3 silhouettes encapuchonnées qui s'enfuyaient dans un éboulis. Si les hommes de Turin tirèrent sur les formes, 2 parvinrent à s'enfuir, alors que la dernière, lourdement chargée, fut rattrapée. Ainsi, Turin rencontra Mime, le petit nain. L'histoire de son peuple est contée ailleurs, et ce qu'il convient de retenir ici, c'est que Mime possédait quelque chose que les hors-la-loi n'avaient pas, un abri. Mime offrit alors de partager sa maison avec Turin et les siens comme rançon de sa vie. Le petit nain conduisit alors la troupe en vue d'Amon-Rûdh. L'un des hommes s'écria que le sommet de la colline était couvert de sang, ce à quoi Turin répondit « Pas encore ». Là, caché en haut d'Amon-Rûdh, était la demeure de Barin Nibin Noeg. Alors, Mime laissa Turin entrer, présentant l'endroit comme Baren Danwedd, la maison de la rançon. Cependant, dans la maison, un nouveau malheur attendait, car l'un des traits décrochés plus tôt avait atteint sa cible, et Kim, fils de Mime, était tombé. Sans la capture du nain, le père aurait pu assister aux derniers instants du fils. Mais hélas, le destin en a décidé autrement, et Baren Danwedd fut bien nommé la maison de la rançon. Endrog, qui avait tiré la flèche malheureuse, dut briser son arc et laisser ses flèches aux pieds du fils de Mime. Si l'homme reprenait l'arc un jour, ce serait le signe de sa mort. Ainsi avait parlé la malédiction de Mime. Après avoir vécu la saison chaude dans la maison, Turin eut la surprise de voir un homme arriver, tout de blanc vêtu et tremblant de froid. Il s'agissait de Beleg, compagnon de toujours et ami de Turin. Si ce dernier était content de retrouver son ami, ce ne fut pas le cas des hors-la-loi qui crurent à un point de rendez-vous convenu entre les deux et ils se sentirent un peu floués.
Si Beleg s'intégra plutôt bien avec le groupe au final, soignant les blessés et partant avec eux en quête. Mime n'en était que plus jaloux et malveillant à son égard, car Beleg aura sauvé Engrod qui avait tiré le trait contre Kim, et ainsi la malédiction avait été évitée. Mais Mime dit qu'elle frappera à nouveau. Le pays de l'arc et du haume, disait-on, car une petite troupe. Quelle petite troupe? C'est une force considérable qui accompagnait Turin et Beleg maintenant, dont plusieurs camps et forts partout dans la région. Et les forces de Morgoth reculaient. Leur gloire atteignait jusqu'à Nargothrond. Et tout se passait bien pour Turin et les hors-la-loi. C'est Mime qui commit par haine envers Beleg, ou contraint, on ne le sait pas, l'irréparable. Il mena des orques à la base des hors-la-loi et Turin fut capturé, Beleg ligoté et Endrog tué. La malédiction de Mime frappant. Mais Mime lui-même mourut des mains d'Endrog, qui, dans un dernier élan de vie, défit les liens de Beleg. L'elfe prit le temps qu'il fallut pour soigner ses blessures et partit alors à la rescousse de son ami. Pendant longtemps, très longtemps, il ratissa la région, partant de plus en plus vers le nord, devinant que Turin avait été mené en direction d'Angband. Là, il rencontra Gwyndor. Gwyndor s'était échappé des geôles d'Angband. Il le soigna de son mieux, et Beleg fit part de sa recherche à son nouveau compagnon. Gwyndor tenta de convaincre Beleg que le mal et un destin similaire au tourment de Turin l'attendait s'il continuait. Mais rien ne put faire changer d'avis à Beleg, et il partit en direction du camp des orques. Lorsque le camp fut endormi, Beleg se saisit de son arc et, dans l'obscurité, tira sur 4 des loups postés en sentinelle sur le côté sud, l'un après l'autre et sans un bruit. Puis, au prix d'un grand péril, ils entrèrent dans le campement et trouvèrent Turin, attaché à un arbre, les mains et les pieds entravés. Des couteaux que ses tourmenteurs lui avaient lancés étaient fichés dans le tronc tout autour de lui, mais il n'était pas blessé. Il était inconscient, plongé par les drogues, dans la torpeur ou évanoui d'épuisement. Alors Beleg et Gwyndor coupèrent les liens qui retenaient Turin à l'arbre et portèrent celui-ci hors du camp. Mais il était trop lourd pour pouvoir être transporté très loin, et les 2 compagnons durent s'arrêter près d'un buisson d'épines, sur les hauteurs, loin au-dessus du camp. Là, ils l'étendirent. Et l'orage approchait à présent. Les éclairs illuminaient le Thengorodrim. Beleg tira son épée Englachel pour couper les liens de Turin. Mais le destin était plus fort ce jour-là, et la lame forgée par Éole, l'elfe sombre, glissa de sa main et entailla le pied de Turin. Alors Turin fut soudain réveillé, empli de rage et de peur, et à la vue de cette forme penchée sur lui dans les ténèbres, une lame nue à la main, il bondit en hurlant, croyant que les orques venaient de nouveau le tourmenter. Et luttant dans l'obscurité, il s'empara d'Englachel. Il tua Beleg Cuthalion, le prenant pour un ennemi. Mais une fois Turin relevé, découvrant libre et prêt à vendre chèrement sa vie contre des ennemis imaginaires, un grand éclair déchira le ciel au-dessus d'eux, et dans sa lumière, le regard de Turin se posa sur le visage de Beleg. Alors Turin resta pétrifié et muet, ne quittant pas des yeux cette mort atroce, comprenant ce qu'il venait de faire. Et si terrible était son expression, illuminée par intermittence par les éclairs, que Gwyndor se recroquevilla contre le sol, n'osant plus lever les yeux. Et à présent, dans le campement au-dessous d'eux, les orques s'étaient réveillés à cause de l'orage et du cri de Turin. Et ils découvrirent que celui-ci n'était plus là. Mais nul ne se lança à sa poursuite car ils étaient terrifiés par le tonnerre qui provenait de l'ouest, persuadés qu'il avait été envoyé contre eux par les grands ennemis vivant de l'autre côté de la mer. Alors, Gwyndor mena Turin à Nargothrond. Mais dans cette cité, il cacha son nom véritable, pensant ainsi conjurer son destin. Il se fit alors appeler Agarwaen, fils d'Umar, le sanglant fils du maudit. L'homme avait récupéré Englachel, l'épée de Beleg,
mais cette dernière fut reforgée bien que sa lame restât noire et sans éclat. Il la nomma alors Gurthang. Finduilas, fille d'Orodreth, tomba amoureuse de lui, mais il l'évita car elle avait déjà été la bien-aimée de son ami Gwyndor. Turin refusa de lui dire son nom. Elle l'appela Turin, le secret. Il fut également appelé Adanethel, homme-elfe, car il ressemblait fortement à un elfe, bien qu'il soit un homme. Son identité ne resta pas longtemps cachée. Gwyndor révéla à Finduilas que Agarwaen était en fait Turin, et Umarth, son célèbre père Urin. Que la nouvelle parvienne au père de Finduilas, le roi Orodreth, Turin se vit accorder un grand honneur et une place de choix. Or, Turin pensait qu'en révélant son identité, il attirerait la malédiction de Morgoth. Turin devint le principal conseiller du faible Orodreth et fut très influent en Nargothrond dès lors. Il encouragea les elfes de Nargothrond à abandonner leur pratique du secret et ils construisirent un grand pont devant les portes. En raison de ses prouesses avec Gurthang, il fut connu sous le nom de Mormegil, épée noire. Morgoth envoya alors le dragon Glaurung à Nargothrond. Turin fut hypnotisé par le regard de Glaurung et assista sans rien faire à l'enlèvement de Finduilas, qu'il appelait captive de Morgoth. Glaurung lui fit croire que Morwen et Nienor souffraient à Dor-lómin, et Turin abandonna Finduilas pour partir à la recherche de ses proches. En réalité, Morwen et Nienor étaient en sécurité à Doriath, les efforts guerriers de Turin ayant rendu le chemin praticable. Nargothrond était tombé. Une fois arrivé à Dor-lómin, Turin trouva son ancienne demeure vide. Il se rendit dans les salles en bois du seigneur Brodda, qui avait pris pour épouse Aerin, la parente de Urin, et s'était emparé des terres et des biens de ce dernier. Turin apprit d'Aerin que Morwen était parti, et dans sa rage il tua Brodda, scellant ainsi le destin d'Aerin. Conséquence involontaire de l'héroïsme problématique de Turin, Aerin s'immola vivante dans ses appartements, et le reste de la maison de Hador fut persécuté par les hommes de l'Est encore plus cruellement qu'auparavant. Turin tenta ensuite de retrouver Finduilas, mais il arriva trop tard lorsqu'il retrouva la trace des orques. Les forestiers de Brethil lui apprirent qu'elle avait été tuée alors qu'il tentait de secourir les prisonniers de Nargothrond. Turin s'effondra sur le tertre où elle était enterrée et fut alors emmené à Brethil. Là, il fut soigné par Brandir et avant peu refusa qu'on le nomme Turin. Il prit le nom de Turambar, maître du destin, et rangea son épée noire préférant l'arc et le javelot. Il brilla, repoussant les orques mais n'allant jamais plus loin que les frontières de Brethil. Un jour, une femme fut retrouvée nue sur le tertre de Finduilas et menée à Brethil. Turin la nomma Niniel, la fille des larmes, car elle pleurait et ne savait plus son nom. La jeune femme avait oublié même la parole et dut apprendre tous les mots et tous les noms l'un après l'autre. Elle était vive cependant et apprit rapidement. Si Brandir se mit à aimer Niniel d'amour, le cœur de la femme appartenait à Turambar. Un jour, elle lui demanda son nom car elle l'ignorait. Il répondit que les ténèbres s'étendaient derrière ce nom et qu'il les avait vaincus. Ainsi, ce nom-là devrait rester secret. Il serait donc Turambar. Une nouvelle année vint et Turambar n'y tint plus. Il demanda Niniel en mariage. La jeune femme prit conseil vers son ami Brandir, qui lui conseilla d'attendre, car cet homme est entouré de ténèbres et que je ne peux l'expliquer. Brandir révéla alors à Niniel l'origine de Turin et sa nature guerrière. Niniel répondit alors que, mariée à lui, elle pourrait peut-être tempérer le cœur si chaud du fils de Hurin. Le mariage de Turambar et Niniel fut des plus beaux, et tous étaient heureux, tous hormis Brandir qui sentait l'ombre à venir. Il vint un temps où le passage des guets fut attaqué par des orques, et les forestiers eurent le dessous dans la bataille. Dorlas montra ses blessures à Turambar et l'exhortant à venir leur prêter main forte. Turambar se leva, il ceignit Gurthang et partit en guerre aux frontières. Il en revint victorieux et couvert de gloire. Une gloire si grande qu'elle atteignit Glaurung dans les ruines de Nargothrond. Il en fut furieux. Au printemps, il apparut que Niniel était enceinte, et tout le monde en était heureux, dansait et chantait à Ethelbrandir. Cependant, un incendie immense arrivait depuis Nargothrond. Glaurung était sorti et comptait bien en finir avec le noir épée,
le fils de Hurin allait mourir. Ainsi, dans son sillage, il laissait feu, incendie et mort. Niniel essaya de convaincre Turambar de ne pas combattre, mais il la repoussa et saignait son épée. Ils allaient, lui et deux autres, percer le dragon par le dessous quand il passerait sur une faille creusée par la rivière, Kabed-en-Aras. Après un passage difficile, Turambar planta Gurthang jusqu'à la garde dans le ventre de Glaurung et le blessa à mort. Mais quand l'homme tira son épée du ventre de Glaurung, une gerbe de sang inonda et brûla sa main. Le dragon lui jeta un regard froid et perçant, et Turambar tomba comme mort. Mais mort, il ne l'était pas. Alors les hommes fuyants dirent autour d'eux que le noir épée était mort, que Turambar avait péri. Brandir en informa alors Niniel et tenta de la mener ailleurs, en fuite. Elle refusa, disant que son mari était Turambar et qu'elle allait le voir avec ou sans lui. Courant aux côtés de Turambar, Niniel hurla, cria le nom de Turambar et le secoua pour qu'il se réveille de peur de perdre son mari. Mais le seul qui ouvrit un œil fut Glaurung. Et il dit: Salut à toi, Nienor, fille de Hurin. Voici que nous nous rencontrons encore avant le dénouement. J'applaudis à ton bonheur, car tu as enfin retrouvé ton frère. Et maintenant tu le connaîtras pour ce qu'il est, un meurtrier qui agit dans l'ombre, traître envers ses ennemis, infidèle à ses amis. Et une malédiction pour ceux de sa famille. Turin, fils de Hurin. Mais le plus noir de ses forfaits, tu l'éprouveras en ton corps. Alors, avec la mort du dragon, la mémoire revint à Nienor. Et elle pleura une seconde fois Turin, qu'elle avait aimé 2 fois. Elle se leva et s'en alla courant. Elle se jeta dans les eaux proches de Kabed-en-Aras et mourut. Peu après, Turin s'éveilla et fut étonné de voir que tous les civils de Brethil étaient là. Il demanda à voir Niniel, et Brandir lui dit qu'elle était morte. On lui dit de ne pas croire l'homme, car il était venu tout courant à Brandir, disant que Turambar était mort et que c'était là de bonnes nouvelles. Alors Turin fut courroucé, mais écouta le récit de Brandir, lui disant qui était Niniel, Nienor, la fille de Hurin et sœur de Turin. Alors Turin dégaina Gurthang et tua Brandir, noir de colère. Il partit ensuite dans la forêt et fut retrouvé sur le tertre de Finduilas par un elfe, Mablung de Doriath, qui lui disait chercher sa mère et sa sœur, qui avaient fui le royaume de Thingol. Et là, l'ampleur du mal qu'il avait commis frappa Turin. Il maudit Mablung et le renvoya. Il refusa de se jeter aussi de Kabed-en-Aras et sortit son épée. Il planta la garde en terre et dit alors: « Salut Gurthang, tu ne connais ni seigneur ni loyauté sauf la main qui te manie. Tu ne reculeras devant aucun sang. Veux-tu donc prendre celui de Turin Turambar? Veux-tu me tuer rapidement ?» Et de la lame sortit une voix froide qui répondit: « Oui, je boirai ton sang avec joie, afin d'oublier le sang de Beleg, mon maître, et le sang de Brandir, tué injustement. Je te tuerai rapidement. » Alors, non loin, plus tard une pierre fut dressée, et on y inscrivit les noms de Turin et Nienor, bien que le corps de la jeune femme ne dut jamais être retrouvé. 2 ans plus tard, Morwen et Hurin vinrent séparément sur la tombe de Turin et se rencontrèrent pour la dernière fois. Morwen mourut cette nuit-là et Hurin l'enterra près de leur fils, inscrivant son épitaphe sur la même pierre. Le tertre survécut à la guerre de la Grande Colère et à l'engloutissement du Beleriand pour devenir Tol Morwen, l'île la plus à l'ouest de la côte de Lindon au 2e et 3e âge. Et c'est ainsi que se termine le triste conte des enfants de Hurin, maudit mais glorieux. Loin de là, je n'ai pas tout dit. Je vous invite à aller lire ce livre, si vous souhaitez en apprendre davantage et avoir plus de détails. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like et partagez la vidéo autour de vous. Il existe d'autres versions de cette histoire, plus complexes et pourtant merveilleuses. Si vous voulez mon avis, guettez la chaîne Tolkien en bref. Un jour, vous serez satisfait, j'en suis certain. Dites-moi en commentaire une dernière chose. Si vous ne connaissiez pas cette histoire, aviez-vous deviné à l'avance que Niniel et Nienor étaient la même personne? Merci de m'avoir suivi et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!